s'agit de la première projection publique de mon film qui s'intitule L'oligarchie et le sionisme, dont c'est la première partie qui s'intéresse à la question tribale. L'oligarchie, bon, j'ai pas besoin de vous expliquer. Je pense que dans cette salle, peu de personnes gobent l'histoire que nous sommes dans une démocratie ou tout autre type de régime. Il s'agit bien d'un système oligarchique, et pas seulement en France, mais au niveau mondial. Et effectivement, j'ai souhaité m'intéresser dans ce film à l'idéologie qui anime cette oligarchie, pour que nous puissions ensemble réfléchir évidemment à des moyens de la contrer. Et donc le deuxième terme du film, c'est oligarchie et sionisme, parce que si effectivement on ne fait pas l'articulation de l'idéologie de l'oligarchie avec le sionisme aujourd'hui, je pense qu'on loupe un des leviers importants pour comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle et y répondre. Le sionisme, évidemment, n'étant pas entendu comme se limitant au seul État d'Israël, mais étant une idéologie. L'oligarchie veut nous faire croire que leur système de domination vient d'arriver, c'est le nouvel ordre mondial. C'est pas si nouveau que ça. Effectivement, il y a des liens et un historique à comprendre, et ça va être l'objet du film. Je vous en raconte pas plus. Regardons-le d'abord. Merci simplement au Théâtre de la Main d'Or, seul lieu, malgré toutes les tentatives et les demandes de projection publique, où nous puissions avoir cette liberté d'expression aujourd'hui à Paris. Et vous allez retrouver donc pour le débat, merci à eux d'être venus et de s'être prêtés aux questions, aux interviews dans ce film, donc Alain Soral et Jacob Cohen. Et merci aussi à tous ceux qui ont pu aider à ce film, comme Jonathan Moadab du Cercle des volontaires et Zéon, dessinateur, qui ne doit pas être loin. Voilà, à tout à l'heure. Comment tu fais pour financer un film comme ça? J'ai été accusée de plein de choses. Vous n'avez pas lu tout ce qui a été écrit sur la toile? Non, ce micro sert uniquement à la caméra, paraît-il. Donc malheureusement, il n'y a pas de système. Je vais parler plus fort. Bon, je n'ai touché aucun fonds particulier pour ce film. Je suis moi-même professionnelle de la télévision et du cinéma depuis des années, et petit à petit nous avons fondé une association, une structure indépendante de production et de diffusion, et grâce au passage notamment au numérique, petit à petit en faisant des boulots par ailleurs, en enseignant dans le cinéma ou autre chose, nous avons financé nos propres moyens de production. Bravo, bravo. Avons-nous eu des télévisions? Non. Pas encore. Les Iraniens pourraient l'acheter, non? Les Iraniens peut-être pourront l'acheter, à ce jour pas encore, mais bon, c'est des modes de fonctionnement qu'on maîtrise pas forcément. Donc le film est disponible, mais voilà. En France, oui, volontiers, vous avez des idées, nous sommes preneurs. C'est vrai que y a eu plusieurs contacts qui ont été pris avec des salles, et c'est pas valable uniquement pour les films de Clap 36, c'est valable pour un certain nombre de conférences. Je crois que les pressions sont assez fortes quand il s'agit d'évoquer certains sujets comme le sionisme, ou de faire parler certaines personnes comme Soral, Dieudonné, Jacob Cohen. Je ne sais pas, vous avez un témoignage à apporter également? Non, mais ça va dans le même sens, il n'y a pas de problème. Les relations avec qui, pardon, je vous ai... Ah, avec les agences de presse, vous voulez... Les journalistes. Il y a déjà eu un énorme appel au boycott, oui. Oui. Il faut suivre un peu.
Il y a le film a été qualifié de tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables, ainsi que moi-même. Voilà, je précise que je suis réellement journaliste, que j'ai une carte de presse. Je crois que quand on a une carte de presse, on ne peut pas décréter que vous la retirez comme ça un jour ou l'autre. Voilà, il y a même eu des pressions pour que mon nom soit retiré de sites, de rubriques comme Allociné. Enfin, voilà. Il y a eu surtout des pressions parce qu'effectivement, il y a un système de bande-annonce qui existe en France, qui fait que quand un film est annoncé et va être diffusé publiquement, les rubriques des journaux relaient les bandes-annonces des films, ce qui a été fait pour ce film comme pour d'autres, sauf que cette fois-ci, voilà, l'Union des étudiants juifs de France a estimé que ce film-là ne devait pas avoir le même traitement que les autres et a fait pression sur les journaux pour qu'ils retirent la bande-annonce et que ils renforcent leur dispositif de surveillance. Donc c'est intéressant, on a pu voir comme ça, c'est parti d'un article donc de Conspiracy Watch, l'inénarrable Monsieur Reichstag et ses acolytes Taguieff et consorts, qui ont repris directement la prose de Conspiracy Watch sans vérifier quoi que ce soit. Ce qui était assez intéressant d'ailleurs, c'est que on pouvait se rendre compte qu'ils n'avaient même pas vu le film, entre autres parce qu'ils ont diffusé la photo, en ce qui me concerne, de la réalisatrice, mais c'était quelqu'un d'autre. C'est une professeure de droit bien connue qui est d'ailleurs assez fâchée de ces choses-là. Voilà, bon, mais il n'y a aucun extrait de propos du film qui est cité. Voilà, tout au plus se sont-ils bornés à critiquer l'affiche, moi que je trouve très intéressante de Zéon, en y trouvant donc une iconographie obligatoire qui rappelait les heures sombres. Voilà, bon, après, je veux dire, comment parler de domination du monde sans symboliser cette domination du monde. L'affiche était assez explicite en montrant effectivement le problème de la spéculation, de l'argent, d'un certain nombre effectivement d'officines qui constituent ces lobbies dans le monde, que ce soit les PAC, le CRIF. Voilà, je pense qu'il faut aussi au bout d'un moment être concret quand on veut analyser et s'opposer à cette idéologie. Voilà, mais je passe la parole à Alain. En tout cas, on a entendu parler du documentaire par l'appel au boycott de ce documentaire, en même temps qu'on a aussi appris qu'il serait visible nulle part. C'est ça qui est marrant. Et ce qu'on peut constater à chaque fois, c'est la violence que suscite ce genre de travaux. Évidemment la malhonnêteté, hein, parce que on le voit, parce qu'effectivement on parle d'un truc qu'on n'a pas vu, qu'on ne veut pas voir, il n'est même pas question qu'on le regarde, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce qui accrédite à peu près toute la thèse du documentaire, qui, je le dois dire d'ailleurs, est le documentaire que j'ai vu qui va le plus loin dans l'explication effectivement de ce qu'est la domination oligarchique et le sionisme compris au sens large, au sens où nous avions fait, nous, avec Dieudonné, la liste antisioniste, hein, puisqu'on est bien là sur quelque chose qui excède de beaucoup la question palestinienne et qui d'ailleurs, on l'a dit, excède de beaucoup la question sur laquelle reste Michel Colomb prudemment, d'une histoire comment dirais-je, de colonialisme, voilà. Et c'est vrai que le côté très intéressant du documentaire est très gênant, c'est qu'effectivement ça parle du sionisme au sens très intéressant du terme et actuel et sérieux, c'est-à-dire de cette vision du nouvel ordre mondial, fondée quand même sur un espèce de noyau dur à la fois en termes d'oligarchie, hein, puisqu'on parle effectivement d'oligarchie, de gens qui composent cette oligarchie, de leur vision du monde, de leurs moyens d'y accéder. À un moment donné, je dis de manière très raccourcie que finalement, l'État d'Israël est un peu l'équivalent d'une équipe de foot pour un ancien oligarque russe. C'est une vitrine de pouvoir et d'arrogance, d'une certaine manière, qui a plus grand-chose à voir avec une lecture spiritualiste de l'Ancien Testament, etc. etc. Et là, ce documentaire est celui qui va le plus loin, notamment en s'appuyant sur celui qui va le plus loin pour moi. Et c'est intéressant, qui est Gilad Atzmon, qui est en plus un Israélien, un juif israélien, c'est ça, et qui va même plus loin que M. Cohen, d'ailleurs, il va presque trop loin pour lui. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que... Et c'est ça qui détricote l'idée d'antisémitisme, c'est que finalement,
toujours ceux qui vont les plus loin dans la critique et l'autocritique de certaines questions qui ont à voir avec le tribalisme, avec la domination, et ben finalement ce serait souvent des juifs, mais je veux dire des juifs détribalisés qui le font, et c'est une constante dans l'histoire, hein, c'est ça qui est intéressant. Ce qui évite effectivement les pièges, effectivement, sous prétexte de lutter contre un tribalisme, n'en produire que la version strictement symétrique et inversée. Voilà. D'ailleurs là je vais passer le... Ah ben oui. C'est à lui de se débrouiller avec cette question. Écoutez, je ne vais pas me défendre parce qu'il n'y a rien à se défendre. Par contre, il y a une vidéo que j'ai faite avec Gilad Atzmon il y a 2 mois, je crois, donc qui est sur ma page Facebook, où on peut taper Jacob Cohen, Gilad Atzmon. On a eu une conversation à bâton rompu il y a 1 heure et demie dans un café, qui n'était pas prévu d'ailleurs. Enfin, je veux dire, c'était prévu qu'on se rencontre. Et puis Jonathan glissait un micro comme ça, comme par inadvertance. Et puis la discussion s'est animée. Et puis il y a eu voilà, on s'est bien expliqué. Je crois que c'était très intéressant. Il n'y a pas de malentendu, parce qu'en fait, on est d'accord à peu près sur le cheminement et sur la réflexion. Voilà. Et donc, moi, je voudrais relier ce qui se passe autour du film, comme je ferai une petite digression en ce qui concerne l'exposition photo qui a lieu en ce moment au Jeu de Paume. Et oui, donc je ferai une digression sur ce qui se passe en ce moment au Jeu de Paume, l'expo photo d'une Palestinienne, et tout le battage antisémite qu'on essaye de monter, et qui est assez extraordinaire du travail des Sayanim. C'est vraiment, ce sont des gens bien implantés et qui, on n'imagine pas, c'est pas tellement le travail du CRIF ou d'une agence spécialisée. Le CRIF relaie officiellement auprès des autorités, auprès du président de la République, ils ont l'oreille du président, etc. Mais il y a tout ce travail qui se fait sans qu'on s'en aperçoive. En fait, l'intérêt de leurs interventions, c'est qu'il ne faut pas que les gens se rendent compte qu'il y a une intervention sioniste ou juive. Voilà. Et donc, comme si ça venait de quelque part, de l'intérieur même, des moyens d'information, des associations. Et l'oligarchie et le sionisme, comme cette expo photo, montre la réaction virulente du lobby qui veut non seulement faire interdire, bon, ils ont quand même empêché la sortie du film, du documentaire, et sur l'expo photo, ils n'ont pas réussi à la faire interdire, mais je crois qu'ils ont posé, c'est ça aussi, il y a un aspect qui est très important à connaître, c'est le chantage qu'ils exercent ou qu'ils vont exercer, ça veut dire une espèce de dissuasion. C'est comme Ils ont fait plus, ils ont envoyé des groupes de gens devant l'exposition, et la force publique a décidé de fermer l'expo à cause du risque de violence. C'est-à-dire que là, il y a aussi une terreur non seulement morale, mais une terreur physique qui s'exerce, puisqu'il y a des commandos qui menacent de violence les gens qui iraient se rendre à l'exposition. Ça s'est fait la semaine dernière. Mais je crois que la dissuasion va plus loin. C'est-à-dire que dorénavant, un directeur de musée, quelque part, à Bordeaux ou à Lille, voilà, s'il veut faire une exposition, s'il veut projeter le documentaire, il sait que dans 2 ans, dans 3 ans, sa nomination va être remise en jeu. C'est normal. Bon, un directeur de musée, même s'il est indépendant aujourd'hui, il est nommé par le ministère de la Culture. Donc il n'a peut-être pas intérêt à faire des vagues. Et c'est ça qu'on veut instaurer, c'est-à-dire cette espèce... C'est quand on a vécu, moi j'ai vécu au Maroc, comme enfin vous savez, et j'étais enseignant à la fac, et ce qui est intéressant dans ce genre de pays, c'est qu'on finit par développer l'autocensure. Ça veut dire la peur de dire quelque chose et donc de fermer sa gueule. Voilà. Et il vaut mieux ne rien dire, ne pas dire certaines choses, etc. Et ce qui se passe avec le documentaire ou comme avec l'expo, c'est qu'on essaye d'instaurer un climat, disons, peut-être pas de terreur, mais en tout cas de soumission et de peur que... au fond, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans 2 ans si j'ai envie d'avoir du boulot ou d'avoir une promotion, parce qu'un directeur de musée, il rêve toujours de diriger un plus grand musée. Et donc, si on crée des problèmes, eh ben, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, c'est cette espèce de propagande
et de peur qu'on essaie de propager et qui marche. Vous savez, par exemple, ce qui est à la limite, c'est pas vraiment étonnant, mais dans un sens, lorsque l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, j'avais publié sur ma page Facebook, j'avais saisi, comme je suis un observateur des médias juifs, je cherche toujours des informations comme ça pour les poster sur ma page Facebook. Et donc l'UEJF s'était glorifié du fait qu'elle a écrit nommément à l'Express, au Nouvel Observateur, au Monde, à Marianne, etc. Il citait tous les organes de presse et il disait que ces organes de presse ont obéi à l'UEJF. On dit oui, effectivement, c'est terrible, c'est antisémite. Et donc, c'est quand même ahurissant que, voilà, ça se passe en 2013 en France, qu'on puisse même censurer une bande-annonce qui devrait en principe exister, et c'est une information du public. Et on va à l'encontre même de l'information du public sans que le film soit vu. Enfin, par rapport à ça, il y a quand même eu deux choses très positives. Finalement, l'affiche de Zéon était particulièrement bonne, cette idée de l'araignée, parce qu'on voit bien la toile, on voit bien comment elle se tisse, qui commence à donner l'information. Rudi Reichstag qui sort... 3 horreurs, 4 insultes et hop, c'est parti. Ça va quand même par le Huffington Post, rue 89. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui aussi quels sont les médias aux ordres, y compris sur la toile, qui ont une apparence de médias contestataires, mais qui en réalité, sur les sujets qui sont un petit peu opérationnels, c'est-à-dire que tant qu'on parle de fumée, et ça, moi, pour avoir travaillé comme journaliste dans la presse et surtout à la télévision française, dans le service privé et surtout public, à France 3, sur la 5e, pour Arte. Il y a notamment sur la 5e pour une émission qui s'appelait Arrêt sur image dont le cahier des charges montrait très précisément le fonctionnement de ce système. Il s'agissait de critiquer la forme et pas le fond. Donc on voyait très bien. Donc d'ailleurs les journalistes qui participaient à cette émission étaient appelés les bœufs carottes, puisqu'ils venaient quand des journalistes faisaient des choses un petit peu trop visibles, de temps en temps taper un petit peu, mais le but était bien de conforter le métier de journaliste et surtout la croyance des gens dans le fait qu'il y avait une bonne information, puisque d'ailleurs on pouvait la critiquer comme il se doit. La deuxième chose qui a été, moi je trouve intéressante, au-delà de que ça soit un exemple pour montrer concrètement ces mécanismes de censure et de pression effectivement sur les salles, je peux en dire aussi 2 mots, c'est-à-dire qu'effectivement, sur d'autres films de l'association, mais sur celui-ci en particulier, plusieurs salles ont demandé à voir le film, dont des salles art et essai avec lesquelles on a pu travailler précédemment. Et suite à la campagne, se sont montrées nettement moins chaudes pour le diffuser. La deuxième chose quand même aussi positive, c'est que les réactions des internautes et de vous et de beaucoup de personnes aujourd'hui montrent que en fait c'est comme l'Inquisition à la vieille époque, c'est qu'aujourd'hui faire des autodafés ou désigner les livres à ne pas lire de Jacob Cohen, d'Alain Soral ou les films à ne pas voir de Clap 36, je crois aujourd'hui a un effet inverse puisque de nombreuses personnes, au contraire, vont voir pourquoi c'est interdit, parce que effectivement aujourd'hui, ça ne leur suffit pas d'ostraciser les gens. Je pense que la faillite et effectivement ce moment de kairos, de crise, d'évidence des choses est telle qu'ils sont obligés de passer à la censure. Et ça, c'est une preuve de faiblesse d'un système. Ils n'arrivent plus à convaincre les gens, y compris par la soumission aussi quand même. Les responsables de salles, etc. Mais pas les personnes normales. Bravo. Merci. Je précise par exemple que là, moi j'ai engagé une procédure légale. J'attaque en justice le président de l'Union des étudiants juifs de France.
Je le fais. Voilà. Sur une déclaration à la télévision où il a dit qu'Alain Soral armait les terroristes islamiques en France quand il y avait eu l'histoire de l'espèce de couscoussière qui avait endommagé un néon dans une épicerie cachère. Le président de l'UEJF à la télévision a dit c'est Alain Soral qui a armé la main du terroriste. Ce qui est gravissime de dire ce genre de saloperie. Et surtout, mais l'idée c'est que oser attaquer en justice avec une constitution de partie civile pour que ça aille au bout, parce que sinon tout est toujours classé sans suite. Oser le faire, c'est déjà un acte, je dirais, qui fait peur à certains. J'ai osé, je sais pas, c'est comme sous l'Ancien Régime, envoyer au tribunal le baron local. Vous voyez, c'est un peu, on est dans ce climat-là en fait, on le sait très bien, quoi. Donc moi, je le fais. Donc j'attends, c'est des procédures assez lentes, mais j'attaque en justice le président de l'Association des étudiants juifs de France et j'espère le faire condamner. Parce qu'en réalité, si on va jusqu'au bout, il n'est pas impossible que j'y arrive. Parce que le principe, normalement, c'est que personne ne doit oser attaquer ces gens-là. C'est le principe. Il y a quand même quelque chose de très répugnant dans tout ça, c'est que c'est une incitation systématique à la lâcheté, leur méthode. Et surtout à un travail qui n'est pas un débat critique sur de la connaissance, mais interdire l'accès à l'information ou à la multiplicité de l'information et soumettre par la peur et inciter à la lâcheté. Et si la France est une société aussi triste et répugnante actuellement, je pense que c'est quand même, le sionisme y est quand même pour beaucoup, parce que c'est quand même je pense que c'est le domaine où l'incitation à la lâcheté est le plus virulent. Et ça fait quand même pas 3 ans que ça s'exerce, ça fait 30 ans que ça existe. Et quand on regarde la carte de la Palestine avec les zones vertes et les zones blanches, on peut regarder la carte de la liberté d'expression en France dans les médias officiels depuis 30 ans. Avant, il y avait beaucoup de gens de gauche pro-palestiniens et qui étaient capables de critiques, etc. Quand on pense à la soumission de Charlie Hebdo aujourd'hui, aux positions de Philippe Val, etc., on a vraiment un parallèle pour moi complet entre la disparition de la Palestine sur la carte de la Palestine, il suffit de regarder, et la disparition du courage et de la capacité critique, qui sont normalement une fierté française, savoir ouvrir sa gueule, oser parler, maîtriser l'outil critique. Cet affaiblissement du courage critique et de la capacité critique en France est pour moi très très lié, profondément lié à la violence sioniste, comprise au sens large. Et ça, je pense que c'est un drame absolu, et que ce n'est pas s'intéresser aux Palestiniens, c'est s'intéresser à l'atteinte profonde de ce que j'appelle le génie français. Génie français, ça veut pas dire génial, mais ça veut dire l'esprit français. Et je pense que le sionisme est en train, de ce point de vue-là, de détruire le génie français. Et là, le phénomène Dieudonné apparaît, comme toujours dans l'histoire. C'est un peu notre Jeanne d'Arc. Effectivement, on est dans cette situation-là, d'un sionisme compris au sens large qui attaque et qui soumet le génie français et qui nous fait de nous un peuple de lâches et de trouillards. Et on a notre Astérix ou notre Obélix, je ne sais pas, qui sort. Et ça prouve que c'est l'espoir dans la tristesse, c'est que l'histoire ne s'arrête jamais, que rien n'est jamais totalement perdu et qu'on n'est même pas totalement sûr de perdre. Voilà. Oui. Ça m'a interpellé, ça m'interpelle lorsque les gens disent en quoi vous êtes juif, comment ça se fait, etc. Donc j'ai réfléchi un peu à la question et je me suis dit la chose suivante. J'ai une identité multiple, c'est-à-dire elle est arabe, elle est marocaine, elle est orientale, elle est française, elle est libertaire, anarchiste, marxiste, anti-impérialiste, anti-sioniste. La part de judaïsme, disons, elle est de 5% dans mon identité, mais elle y est. Voilà. C'est-à-dire, j'ai grandi dans une famille religieuse, donc jusqu'à 20 ans, je faisais vraiment, je suis assez versé dans l'étude des textes juifs, etc. Donc, voilà, j'ai cette identité-là qui est là, mais je ne suis ni pratiquant ni croyant. Donc, je ne suis pas messianiste, puisque seuls les juifs religieux sont messianistes, c'est-à-dire attendent le retour à Sion, mais par le retour, par le Messie, c'est-à-dire ce personnage, si on veut, que Dieu a promis au peuple juif pour les réhabiliter, pour les ramener. En fait, le messianisme, c'est pas seulement le retour à la terre. Le messianisme, si on veut vraiment le prendre au sens de la tradition religieuse, mon père, par exemple, était très versé dans l'étude du Zohar, et donc il m'a expliqué certaines choses.
Et il me disait que c'est plus loin que le retour à une terre. C'est une société qui ne connaîtra, d'ailleurs vous connaissez la fameuse, enfin cet extrait de phrase où ils disent le lion s'abreuvera avec la brebis, où l'épée se transformera en soc de charrue. C'est ça le messianisme pour des gens comme ça, c'est-à-dire la paix universelle. Enfin, oui, voilà, la paix, une société de paix, une société sans crime, sans vol, et où on respecterait, par exemple, on dit que, certains textes disent que le temps messianique, que même un bébé saura lire les textes en araméen, par exemple. Donc, voilà l'idée du messianisme, c'est-à-dire un retour à une société purifiée, voilà. Bon, on y croit pas. Comme je l'ai dit dans le documentaire, aujourd'hui, le messianisme va plus loin. C'est-à-dire, c'est une sorte d'expansion mystique d'Israël, d'une domination religieuse et idéologique. Et c'est ça le messianisme aujourd'hui en Israël. En dehors du messianisme religieux, il y a une espèce de messianisme laïque. Par exemple, vous avez 100 000, 200 000 jeunes Israéliens laïcs qui, le jour du pèlerinage qui a lieu au mois de mai, le jour du pèlerinage sur les tombes, ils vont dans des tombes sacrées à sa fête et font des feux, etc., alors qu'ils ne croient absolument à rien. Donc ils sont transportés par cette idéologie, mais qui n'a rien à voir, mais alors vraiment rien, avec le messianisme traditionnel, c'est-à-dire tel qu'il a été compris par les juifs de la diaspora, qui avaient toujours ce regard tourné vers un mythe, mais sans réalité concrète, sans réalisation concrète. Aujourd'hui, c'est devenu politico-militaire. Donc on a l'effondrement de quelque chose de spirituel qui devient littéral, violent et physique. Hein. C'est un peu ça. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le judaïsme est aussi complexe que le christianisme ou que l'islam. C'est-à-dire qu'il y a autant de tendances dans le judaïsme et que surtout, ce sont des religions historiques et qu'à la limite, ce qui est intéressant, c'est qu'au 19e siècle, il y avait 1% de rabbins qui étaient sionistes. Aujourd'hui, il y en a 99%. C'est-à-dire qu'ils ont été ralliés progressivement, ceux qui représentent la religion, je veux dire qui la représentent en tant qu'institution, ils se sont ralliés progressivement à la vision, on va dire, militaire et matérialiste du messianisme. Et c'est pour ça que c'est compliqué à comprendre, parce que les Naturé Cartail, là, qu'on a vu, ce sont des juifs qui se réclament justement de la conception spiritualiste de la terre promise, exactement comme si on parle à des musulmans. Le djihad peut avoir une acception totalement spiritualiste de guerre à l'intérieur de soi-même pour s'élever, et peut avoir une conception totalement dévoyée qui consiste à couper des têtes en filmant avec des téléphones portables pour tuer tout ce qui n'est pas, soi-disant, d'une certaine obédience sunnite. Donc on voit très bien que dans toutes les religions, il y a une lecture qui monte, comme le disait à la fin d'ailleurs Thierry Messant, une lecture qui vous élève et une lecture qui vous abaisse. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le sionisme a pris en otage la religion juive et qu'il en a donné la lecture la plus matérialiste, la plus guerrière et la plus raciale, qui correspond, c'est vrai, à certaines parties d'un texte très composite qui s'appelle l'Ancien Testament, qu'on appelle la Torah, que l'on appelle le Pentateuque, dans lequel il y a, on peut le dire quand on est laïque, un peu tout et son contraire, selon qu'on lise Jérémie, selon qu'on lise Ézéchiel, etc., etc. C'est l'intérêt des textes sacrés, c'est comme il y a tout et son contraire, on a toujours la bonne réponse en plus dedans, quelle que soit la question. Si on veut être un peu ironique, c'est vrai. Et aujourd'hui, il y a un judaïsme dominant qui domine aussi les autres judaïsmes, hein, qui en général se caractérise par son sionisme. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que dans la société française, que ce soit par le consistoire ou que ce soit par le CRIF, c'est-à-dire que ce soit par les laïcs ou par les religieux, tout amène le jeune juif au sionisme. Parce que depuis notamment Citruc, je crois, la synagogue est devenue le vecteur de la conversion du juif au sionisme, qui n'a pas toujours été le cas. Ça a été très longtemps le contraire. Le jeune juif qui fréquentait la synagogue, c'était un frein à sa sionisation, notamment. C'était les années de 1890 aux années... enfin, la Deuxième Guerre mondiale a joué beaucoup pour la bascule, évidemment. Et depuis les années 50, 60, et notamment à partir des années 70, notamment en France, quand on étudie ça, on voit que la synagogue est porteuse du sionisme. Et donc, il faut bien comprendre que les religions sont portées par des clergés qui sont historiques et qui sont terrestres, et qui changent, c'est-à-dire qui interprètent de façon évolutive les textes sacrés qui, eux, sont censés être immuables. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui,
l'immense majorité des rabbins sont sionistes, alors qu'il y a un siècle, l'immense majorité des rabbins ne l'étaient pas. Donc on peut dire la religion m'ordonne ceci ou cela, qu'on parle du catholisme, du christianisme, du judaïsme ou de l'islam, c'est toujours mensonger, car on peut avoir, par exemple pour le christianisme, aujourd'hui les plus virulents sionistes américains sont les évangélistes, ce qu'on appelle les chrétiens sionistes. Or ils s'appuient sur le même évangile que moi qui suis catholique. Or moi je prétends qu'au nom de l'évangile je dois faire le contraire de ce que prétendent eux. C'est pour ça que ne jamais négliger la notion d'interprétation, hein, tout est dans l'interprétation, et celui qui vous dit les textes sacrés vous ordonnent de, est toujours un menteur et un tricheur et un abuseur, parce qu'en fait il prétend parler au nom de Dieu alors qu'il interprète une parole qui est interprétable, ou un écrit qui est interprétable, et c'est le gros chaos qu'il y a en ce moment, et qui n'est pas seulement d'ailleurs le problème sioniste, qui est aussi le problème de l'islam en ce moment. Est-ce que l'islam est porté par ceux qui résistent en Syrie en ce moment, ou ceux qui sont dans un camp ou dans l'autre? Est-ce que l'islam est porté aujourd'hui par l'Arabie Saoudite, avec le Qatar? Est-ce qu'il est porté par les frères musulmans? Est-ce qu'il est porté par le croissant chiite? Est-ce qu'il est porté par le soufisme? Il n'y a pas de réponse à cette question. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a des chaos terribles. On est dans une espèce de guerre de religion, à la fois caricaturale entre ce qui est le projet justement chrétien-sioniste, ce qu'on appelle le choc de civilisation, entre soi-disant le monde chrétien et le monde musulman, qui est en plus un mensonge, parce qu'il y a aussi des guerres très fortes internes en ce moment, à l'intérieur du monde musulman, à l'intérieur du monde chrétien, et à l'intérieur du monde islamique. Et je pense que quand on réintroduit toutes ces complexités, on commence à échapper au piège. Parce que le piège, c'est qu'on vous somme, comme au football, je crois que cette métaphore sportive est très importante, de choisir votre camp, toujours entre deux camps. Et on consiste toujours à un moment donné à sortir des armes pour tuer l'autre. Et je veux dire, l'intérêt notamment de ce documentaire, c'est de montrer toute la complexité du problème. Et c'est vrai que quand on voit les Naturé Cartail, on voit qu'on voit Gilad Atzmon. Gilad Atzmon est un laïc, Naturé Cartail sont des religieux. Eux, ils sont antisionistes et critiquent un certain judaïsme au nom d'une morale de juif ou d'une morale de juif déjudaïsée. C'est-à-dire que ça introduit toute la complexité. Et c'est pour ça que l'ennemi est très inquiet et qu'il ne veut pas qu'on voit le documentaire, parce qu'il est très difficile d'avoir un avis tranché à la fin du documentaire. On voit que nous sommes face à une séquence historique avec un processus de domination qui est complexe, qui est composite, et qu'on ne peut pas réduire à une explication simple, genre c'est la faute des juifs, vous voyez. Alors que soi-disant le combattant de l'antisémitisme sioniste derrière vous dit ce documentaire dit que les juifs sont le problème et qu'il faut donc taper sur les juifs pour résoudre le problème. Et c'est eux qui vous vendent cette interprétation simple. Et ce qui est dégueulasse, c'est qu'en vous empêchant de voir le documentaire, certains peuvent croire que c'est ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que le plus gros vecteur d'antisémitisme, ce sont aujourd'hui les sionistes, parce qu'ils vous somment soit de vous soumettre totalement à eux, soit d'adhérer à une soi-disant une idéologie de combat qui vous fabrique, qui serait l'antisémitisme radical. Or, c'est un mensonge intégral. La réponse à la question sioniste n'est pas l'antisémitisme radical. Or, c'est les sionistes qui vous vendent ça. Et malheureusement, certains jeunes, par désir de s'engager, par manque de culture, par aussi la nature profonde humaine, tombent dans ce piège. Et ça aussi, c'est à mettre sur le dos de la saloperie sioniste. C'est de vous sommer d'être soit sioniste, soit antisémite. Or, nous devons absolument refuser ce piège. Et la preuve que ce piège est un mensonge, c'est qu'il y a ici Monsieur Cohen, qui n'est même pas déjudaïsé complètement. Il y a moi, il y a il y a toutes les couches. Je veux dire, il y a toutes les variantes. C'est ça. Et c'est ça qui empêche ce combat avec deux camps. Il n'y a pas deux camps. Il n'y a pas un combat avec deux équipes. Il n'y a pas deux armées. C'est un mensonge. Vous voyez. Et c'est ça absolument qu'il faut faire passer comme message aujourd'hui. Le sionisme a réussi l'entourloupe que d'autres empires, d'autres mouvements politiques avaient un petit peu tenté. Il y a eu l'expérience, on l'a connue en France pendant un certain temps, de mettre l'Église au service du pouvoir temporel. Même le communisme, dans les années 50, si on n'était pas communiste, c'était l'horizon indépassable de notre temps. Même quelqu'un qui disait « je suis marxiste » était déjà soupçonné. Il y a eu. Aujourd'hui, on a l'impression que ça n'a jamais existé. Mais positionnez-vous dans les années 50-60 sur la question marxiste, c'est exactement aujourd'hui cette même radicalité. Et peut-être que le destin du sionisme sera le même que celui du marxisme, je dirais vulgaire, parce qu'il y a la vraie question intéressante du marxisme. C'est que dans les années 50-60, dans l'université française, vous étiez sommé de vous positionner par rapport au marxisme-léninisme, et c'était très violent, et il n'y avait pas trois camps. Hein. Vous en étiez pas, et sinon vous étiez un dévationniste bourgeois, un petit bourgeois, un réactionnaire, un impérialiste, etc. On est à peu près dans le même contexte aujourd'hui, mais pas sur le communisme, sur la question sioniste.
l'utilisation de la religion, qu'elle soit marxiste, d'accord, dans cette acceptation, ou chrétienne, ou aujourd'hui le judaïsme, est une manière de renforcer cette domination. Il y a effectivement les Naturae Carta, ça fait partie de ce qu'il précise, une incompatibilité totale entre... quand vous voulez demander aujourd'hui est-ce que le judaïsme est responsable du sionisme, pourquoi va-t-on poser cette question-là? Pourquoi les personnes qui se prononcent sur cette question-là sont-elles les hommes politiques qui dirigent et qui commettent des choses qui n'ont rien à voir avec la religion? Pourquoi ne va-t-on pas voir les religieux? On est en France, dans un pays où on a du mal à parler de l'aspect religieux et en tout cas du rôle des clergés, parce qu'il faut bien distinguer effectivement le pouvoir spirituel du pouvoir temporel. Et en ayant évacué, escamoté toute discussion qui a trait à l'histoire du christianisme, comme à l'histoire de l'islam, comme à l'histoire du judaïsme, je ne parle pas de la conviction, de l'intime conviction des personnes, alors on a escamoté une clé de lecture de notre histoire tout court, l'histoire politique, notre histoire tout court. Il faut absolument comprendre quelle est la place, au moins, et le rôle politique des clergés pour comprendre ce qui se passe en Occident, comme en Orient aujourd'hui. C'est indispensable. Quand vous écoutez Attali, vous voyez bien qu'il vous dit, en ce moment, on arrivera au gouvernement mondial dont la capitale sera Jérusalem, soit à la place de la Troisième Guerre mondiale, soit après. Mais on ira coûte que coûte. Ce qui veut dire que si vous vous soumettez tout de suite, vous ferez l'économie de la Troisième Guerre mondiale. Si vous résistez, vous aurez en plus la Troisième Guerre mondiale pour arriver au même endroit. Il est très malin la façon de vous le vendre. C'est-à-dire que ça veut dire en gros, est-ce que vous voulez économiser 500 millions de morts ou pas? Ce qu'il oublie de dire, c'est que c'est lui qui vous menace. Hein. C'est le principe. N'oubliez pas que le racketteur se présente toujours comme protecteur. C'est-à-dire qu'il vient vous protéger d'une violence qui est lui-même. Hein. C'est le principe du racket. Tu me donnes de l'argent pour qu'il n'y ait pas le feu dans ton restaurant. Et la question, c'est mais qui risque de mettre le feu dans le restaurant? Là, on est dans du Scorsese. Et en fait, on est dans cette histoire-là. Hein. C'est en réalité ceux qui ont organisé ce chaos complet vous disent que la solution au chaos, c'est leur donner encore plus de pouvoir. On est dans la logique du pompier pyromane. Et que ce soit le sionisme ou le nouvel ordre mondial, Messan l'a très bien dit, hein, tout ça est très intriqué. Hein, moi, j'appelle ça l'empire. Hein, c'est ma définition à moi dans mon bouquin. On est face à des gens qui vous disent « le monde est violent, le monde va mal ». La solution, ça serait une pacification finale. Et c'est là où ils reprennent cette chose, cette promesse biblique du monde où effectivement l'agneau boira avec le lion. C'est ça qu'ils nous promettent. Ils disent « nous allons amener, nous, parce qu'ils se prétendent peuple de prêtres, etc., habilités par Dieu comme peuple choisi, nous allons D'ailleurs, ils le disent, le christianisme a échoué, l'Empire romain est tombé, le communisme n'a pas marché, le libéralisme est trop matérialiste. La solution, c'est ce que disait déjà Finkielkraut dans Le Monde il y a des années, quand il co-signait des textes avec le rabbin Bernheim, c'est la solution finalement à laquelle on n'a pas pensé, oh ça tombe bien, c'est nous, nous sommes une élite mondiale qui maîtrisons tous les clés de la modernité, parce que c'est ce qu'ils vous disent, nous maîtrisons la technologie, nous sommes des cosmopolites, nous parlons toutes les langues, donc nous sommes effectivement ce peuple de prêtres qui a mué finalement en technogestionnaire éclairé, hein, et nous allons, face à ce chaos mondial qui est d'ailleurs la conséquence du mondialisme effréné, nous allons amener un monde de paix pour éviter la Troisième Guerre mondiale, ou de toute façon qui surgira après la Troisième Guerre mondiale, comme quand ils parlent de la Société des Nations, etc. Et c'est assez clair leur projet. C'est en gros, nous avons les compétences, nous sommes là, nous sommes prêts à diriger le monde pour vous, afin de vous amener cette paix qui est forcément quelque chose que tout le monde doit souhaiter. Et on est dans cette... quand on écoute Alexandre Adler, quand on écoute Bernard-Henri Lévy, quand on écoute... alors des fois on peut penser que c'est délirant d'oser le dire comme ça, mais en fait eux ils croient très sérieusement. Et Attali dans ses prêches privées, parce que l'intérêt d'Internet, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui donne une conférence avec 30 personnes, il y a une caméra et c'est sur Internet. Et moi, ce que je m'amuse à faire le plus souvent, c'est mettre à la disposition d'un plus grand public sur égalité et réconciliation des conférences d'Attali, où là Attali n'est pas conseiller du prince, mais il a une kippa sur la tête, on découvre quand même qu'il est très religieux, que lui se considère quand même religieux, même si c'est un... votre père ne l'aurait pas considéré comme, il l'aurait considéré comme un hérétique. Mais là, j'en reviens toujours.
il n'y a pas à savoir ce que dit la vraie religion. La vraie religion, il y a le Coran, etc. Après, il y a des interprétateurs qui sont des clergés concurrents, et puis à un moment donné, il y a des protestants, il y a des catholiques, et dans les protestants, il y a des puritains, etc. Et la question, c'est pas qui dit la vérité vraie, c'est de mesurer le rapport de force, de regarder quels sont les projets de chacun, combien de morts, est-ce qu'il y en a qui veulent tuer les homosexuels et d'autres simplement leur couper la bite, etc. Enfin, je veux dire, on est sur des trucs assez triviaux comme ça. Et aujourd'hui, on a tout un groupe de gens qui sont souvent juifs, il faut le dire, qui en général maîtrisent assez bien la finance, sont quand même dans des secteurs de la finance internationale, et qui prétendent effectivement qu'il serait possible, après les chaos du XXe siècle, Première Guerre mondiale, échec du traité de Versailles, Deuxième Guerre mondiale, qui était échec de la Société des Nations, et puis maintenant échec finalement de l'ONU qui n'y arrive pas sur des tas de sujets, et ben nous avons la solution, soit avant la Troisième Guerre mondiale, soit après, de gérer ce monde de manière absolument à la fois rationnelle et spirituelle. C'est une espèce de collage de religieux et de matérialisme. Et nous sommes formés à ça, puisque nous sommes ces élites, il faut le dire, juives, qui maîtrisons bien la finance internationale, et qui maîtrisons cet outil technique, mais qui avons la vision, effectivement la vision promise par l'eschatologie juive, et qui est à la fin ce monde entièrement pacifié, grâce effectivement à la prise de commande de ce peuple de prêtres et techniciens, et maintenant techniciens de la finance, et auxquels se soumettront les nations, parce qu'ils auront compris que c'est, je dirais, leur devoir et leur bien-être. Et ce qui les agace souvent, c'est que nous sommes trop bêtes, nous les goïms, pour comprendre qu'il est de notre intérêt supérieur de nous soumettre à Bernard-Henri Lévy, Attali, etc. On est un peu dans cette ambiance en ce moment, qui effectivement, pour quelqu'un qui arriverait là un lecteur de Libé qui rentrait dans la salle, il s'en ras les fous. Mais quand on fait le travail depuis des années d'aller sur Internet, d'écouter les conférences de ces gens-là, de lire leurs écrits et de lire les textes, etc., que consigne aussi un Finkielkraut, ils disent tous ça. Ils disent en gros, voilà, nous y sommes presque. C'était une phrase de Adler, nous y sommes presque. Et c'est ce qu'on appelle en dernière instance le nouvel ordre mondial, dont on voit que ce n'est pas seulement l'achèvement du capitalisme, si on est marxiste, mais que c'est aussi l'accomplissement d'un projet très religieux par des moyens qui ne le sont pas beaucoup. Voilà, je ne sais pas ce que vous en direz. Vous croyez Est-ce qu'on peut... Il y a des questions. Vous pensez qu'ils sont sincères dans leur... Oui, moi je pense qu'ils sont sincères. Moi quand j'écoute Adler, j'ai l'impression de... Non, moi je l'ai côtoyé personnellement il y a 25 ans. Ces gens-là sont assez honnêtes dans leur déraison. Parce que quand vous avez un projet, et que vous avez un projet dans lequel vous êtes au cœur, vous avez tout intérêt à y croire. Parce que c'est très rentable d'y croire. Quand vous dites en gros, le destin de l'humanité est d'amener au pouvoir une confrérie ou une élite, et il se trouve qu'au miracle, j'en fais partie. Pourquoi vous n'y croyez? Vous avez tout intérêt à y croire. Il n'y a pas besoin d'être malhonnête. C'est encore mieux si vous êtes honnête. Parce que de toute façon, c'est un projet, soi-disant, voulu par Dieu ou par le sens de l'histoire, qui, au coup de peau pour vous amène au cœur du dispositif avec tous les avantages que ça représente, et les responsabilités, etc. Donc, je pense que cette question de la malhonnêteté est assez naïve. Moi, je pense que même Bernard-Henri Lévy, dans tout son grotesque, et tout son ridicule, a, à mon avis, un fond d'honnêteté par rapport à lui-même. Je pense que la phrase la plus qui les définit, c'est qu'ils sont fidèles à eux-mêmes. Vous voyez? Ce qui est très ambigu, d'ailleurs. Il est persuadé de s'en sortir s'il y a la guerre? Comment? BHL et Attali sont persuadés de s'en sortir? Ils ont des appartements partout, contrairement à les moyens de louer des avions et de se payer des milices privées. N'oubliez pas aujourd'hui que quand on voit un Pierre Berger qui a quand même créé un chaos qui n'existait pas, qui est l'homophobie, on a réussi à créer en France de l'homophobie, contrairement à moi, lui, il est sécurisé par la police. C'est ça que vous ne savez pas. Il a le droit. Bernard Lévy est sécurisé par la police. Maître Golnadel, que sans doute vous connaissez comme moi, est sécurisé par la police. Il faut oublier que ces gens-là ont asservi l'appareil d'État et que l'appareil d'État les protège. Ce qui veut bien dire qu'il y a besoin de les protéger, c'est-à-dire qu'ils ont peur du peuple, ils ont peur de la colère du peuple, il y a sans doute une raison. Et ces gens-là, effectivement, l'idée de malhonnêteté, je pense qu'on est encore sur du Michel Collomb, là, cette idée de la malhonnêteté. C'est comme un peu du temps où on disait qu'Hitler était malhonnête quand on regardait Bertolt Brecht. C'est très con de penser que les nazis étaient malhonnêtes. Il n'y a pas besoin, ils étaient parfaitement honnêtes, ils croyaient à leur projet, et ils y ont cru d'ailleurs jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. C'est une mauvaise question de parler de l'honnêteté, de Adler, etc. Moi je crois qu'ils sont honnêtes, mais qu'ils sont dangereux. Je pense faire le bien. Et ils sont d'ailleurs d'autant plus dangereux qu'ils y croient jusqu'au bout. Ils ont une dimension délirante et mystique, qui est bien plus dangereuse qu'un Bernard Tapie, qui à mon avis, lui, justement, est un escroc de base, et sait s'arrêter à un moment donné. Alors que les autres, c'est beaucoup plus dur de freiner un religieux qu'un escroc.
En tout cas, pour nous, en tant que peuple, tant que nous penserons que nos dirigeants veulent notre bien, alors quelque part, nous leur accordons tout pouvoir pour nous diriger comme ils veulent. C'était un débat qu'on avait en Italie au moment des guerres entre les cités. C'était de savoir la bonne gouvernance et la malgouvernance. Il faut sauter de l'idée que c'est le principe de la domination. Alors, tout pouvoir n'est pas un pouvoir de domination et d'hégémonie, mais la caractéristique du pouvoir à l'heure actuelle et de son idéologie est certainement fondée sur cette vision hégémonique de domination et qui donc effectivement a une logique. Et rentrer dans des questions de culpabilité ou de bien-pensance, c'est s'empêcher de voir. On appelait ça avant la réelle politique. Si on veut comprendre ce qui se passe, je veux dire que les gens soient sincères ou pas sincères, analysons les effets, les conséquences, et c'est la meilleure façon de pouvoir s'organiser. Si nous-mêmes, nous devons penser « Ah, mais les pauvres, certainement, ils ont de bonnes excuses », alors là, on perd déjà beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, et pendant ce temps-là... L'Union européenne, si c'était par exemple, si les tenants de l'Union européenne et du projet européen, qui est une catastrophe qui se vérifie chaque jour un peu plus, étaient des escrocs, ils pourraient en changer d'idéologie. Mais je crois malheureusement qu'ils y croient très profondément. Il y a une vraie religion de l'Europe, qui était déjà portée par Delors, etc. Et les gens qui sont les cadres non élus d'ailleurs de cette Union européenne, malgré tous les effets catastrophiques sur le chômage, le niveau de vie, la qualité de vie, etc., justement parce qu'ils ne sont pas des escrocs et qui y croient, vont jusqu'au bout de cette logique, exactement comme les extrémistes cathares à une autre époque, etc. Et c'est ça qui fait qu'ils sont très dangereux. C'est qu'en réalité, on a beaucoup avoué une vision un peu de, je dirais, marxiste mal comprise des religions, opium du peuple, c'est-à-dire idéologie collée pour dominer le peuple. Je pense que ça nous fragilise. En réalité, il y a beaucoup plus de religions qu'on le croit. Il y a des religions séculaires, par exemple l'Union européenne, qui est une vision religieuse du monde d'une certaine manière. D'ailleurs, elle s'articule sur le mondialisme. Et les gens qui portent ça, nos experts, je ne sais pas comment on dit, nos technogestionnaires non élus, ont la foi. Et c'est parce qu'ils ont la foi qu'ils refusent de voir les critiques, exactement comme un religieux. La foi refuse la raison, il ne faut pas oublier, c'est quand même un combat, ça ne s'articule pas. Et je crois que justement, c'est parce qu'ils ont la foi, que ce soit d'ailleurs les sionistes, l'Union européenne, tout ça d'ailleurs est articulé. Quand on regarde les travaux de Pierre Hillard, on voit bien que tout ça, c'est des processus qui vont vers l'unité mondiale, du nouvel ordre mondial. C'est parce que ces gens-là sont un peu, justement, je dirais, des prêtres, justement, d'une nouvelle religion, qu'ils sont infiniment dangereux, parce que les conséquences néfastes de leurs actions ne leur posent pas de problème. Ils ne regardent que le but. Et comme je vous le dis en un sens, le but est bon pour eux, parce que ça la mettra à la tête du système. Ça les rend encore 2 fois plus dangereux. C'est qu'un, ils ne veulent pas voir la réalité. 2, ils croient. Et 3, au bout de leur croyance, il y a leur assomption. Voilà. Et je pense que c'est comme ça un peu qu'il faut comprendre le danger dans lequel nous sommes. Moi, je voudrais juste rendre hommage à Gilad Atzmon, qui a développé l'idée du tribalisme. Moi, je trouve que c'est vraiment formidable dans le livre qu'il a écrit, parce que c'est vrai, on y pense, bien sûr. Moi aussi, j'y pensais, c'est évident. Mais de la manière dont il a développé l'idéologie, ses tenants, ses aboutissants et sa pénétration, et la manière dont je la vois s'appliquer au jour le jour, quotidiennement. Et c'est ce qui relie des Alexandre Adler à toutes sortes de mondes. Par exemple, il suffit, un jour, je suis allé sur le site de la LDJ, et ils avaient mis un religieux avec un homosexuel tatoué, style l'homosexuel de Tel Aviv, et ensemble, comme ça, face à face, et il a dit, et ils ont écrit « Nous sommes un seul peuple ». Et en fait, c'est au-delà, on peut penser par exemple là où se rejoignent des Alexandre Adler, Bernard-Henri Lévy, toutes sortes, tout ce monde-là, même ceux qui sont de gauche ou critiques, mais qui restent dans le tribalisme. C'est là où je fais un petit peu la différence avec Gilad Atzmon. C'est-à-dire, moi je me considère, moi je pense être sorti du tribalisme. Voilà, mais en tout cas, c'est ma conviction. Et en fait, l'intéressant, c'est d'avoir développé cette idée qui unit au-delà de
de la droite et de la gauche, de la religiosité ou pas. Vous prenez n'importe quel Bernard-Henri Lévy ou Alexandre Adler sont des athées. Enfin, je veux dire, Bernard-Henri Lévy, je suis sûr qu'il va peut-être le jour de Kippour faire un saut à la synagogue, mais c'est pas vraiment sa tasse de thé. Mais ils se rejoignent dans cette idée de peuple. Et cette idée de peuple véhicule effectivement l'idée d'un peuple élu et d'un peuple qui a un destin particulier, surtout avec la création d'Israël et le développement d'Israël. Et j'écoute parfois, quand je suis les médias juifs, je suis surpris, non, mais disons, je suis toujours intrigué par l'idée qu'ils développent d'être une nation à part, toujours à part, particulière, avec ses valeurs, comme si leurs valeurs à eux ne pouvaient pas être partagées par les autres. Par exemple, vous entendrez dans un bulletin d'information de la fréquence juive un soldat, par exemple, a tiré sur un... Enfin, non, par exemple, des hooligans juifs ont attaqué une mosquée. Enfin, et ils disent toujours c'est contraire à nos valeurs juives. Comme si, vraiment, c'était absolument inenvisageable pour eux qu'on puisse se livrer à des choses comme ça. Et ils ont fini par développer une mythologie d'un peuple qui aurait un comportement idéal, magnifique, magnifié, et que s'il y a quelques dérives, ça ne peut être que la faute d'un comportement humain, ou d'une exagération, ou d'une bêtise. Mais, et ça prépare effectivement comment dire, ce pays a un destin si particulier. Il y a un religieux libéral qui parle sur la fréquence juive le vendredi à midi, et il dit souvent lorsque les nations tourneront leurs yeux vers Israël et comprendront que cette nation apporte ceci et cela. Et c'est extraordinaire parce que en fait c'est ça qu'on développe, et je crois que quelles que soient les philosophies, quelles que soient les positions politiques, culturelles, sociales des penseurs juifs ou des politologues, etc., ils se rejoignent plus ou moins nécessairement, ils se rejoignent comme des lignes qui vont vers un centre, qui vont vers un objectif. Et c'est vrai qu'ils ne peuvent pas, ils n'échappent pas à ce déterminisme. Je voudrais juste répondre à la demoiselle qui m'a posé des questions sur l'Afrique, parce que bon, elle m'a posé quand même une question. Et je voudrais dire juste que je ne connais pas ce cas particulier, mais ce que je sais, c'est que Israël est très, est très introduit en Afrique. Et fait beaucoup de choses. Dans les années 60, ils sont allés comme experts agricoles et ils ont été bien reçus. Enfin, ça a pas mal... ça leur a servi beaucoup. Et puis avec l'occupation, etc., bon, ça s'est pas mal détérioré. Mais là, il y a un retour en force. Et juste pour citer un exemple, bon, il y a d'abord les liens avec l'Afrique du Sud, bien sûr, très connus. Et juste pour citer un exemple, s'il y a aujourd'hui un Soudan du Sud, c'est-à-dire séparé, à 80%, c'est du travail des sionistes d'Israël. Et relayé pas ici exactement par les Sayanim. Enfin, il y a eu des SOS Racisme, qui est la filiale de l'UEJF, etc., et avec des acteurs américains, et qui se sont lancés dans la défense et le président du Soudan du Sud, il a été reçu, je sais pas quoi, depuis un an, il a été reçu souvent en Israël. Enfin bon, bref, ils ont vraiment bien travaillé là-dessus. Et souvent, ils font des coups comme ils savent le faire. Ça veut dire des bombardements sur des convois de camions, des destructions de bateaux, etc. Et beaucoup d'opérations sous faux drapeau, qui est leur spécialité. Ah oui, qui renvoie à quelque chose historiquement qui s'appelle les sicaires. Hein. La spécialité, si on veut aller dans la synthèse et parler de sionisme, il y a un projet de domination
Mais dans la domination classique, quand on parle de la domination grecque, romaine, etc., c'est la domination par la virilité, c'est-à-dire par le combattant qui vous domine par sa supériorité. Là où le sionisme est quelque chose de combiné, parce qu'ils prétendent être une nouvelle Sparte, mais c'est quand même une nouvelle Sparte, ce sont des guerriers avec une calculette. Hein. C'est la domination, non pas par la violence directe, mais par ce que j'appelle moi la domination par le mensonge et la manipulation. C'est d'ailleurs la définition, je crois, du Mossad, c'est nous triompherons par la ruse. Hein, c'est-à-dire, donc, les spécialistes des opérations triangulaires, des opérations sous faux drapeau, qui consistent souvent, on l'a vu en Argentine, avec une bombe dans une synagogue, en faisant croire que c'est les méchants antisémites, pour pousser les Argentins, qui sont très peu sionistes, à le devenir beaucoup plus. En ce moment, c'est ce qui est en train de sortir d'une très très longue enquête en Argentine. Et cette domination par autre chose que la virilité et la violence directe est quelque chose de très profondément, je dirais, judéo-sioniste, parce que c'est à la fois ce qu'on appelle le sabra, c'est-à-dire que n'oubliez pas que le sioniste est un antisémite. Il déteste la voussure juive. Et ce qu'il a le plus dégoûté, c'est comment les juifs d'Europe centrale ne se sont pas révoltés contre le projet d'extermination hitlérienne. Je ne rentre pas dans les questions de la loi Guesso. Et souvent, moi j'en ai parlé avec des sionistes, ils vous disent, nous, on est la nouvelle race de juifs, on n'accepte pas la voussure juive qui se soumet à la fois d'ailleurs à une certaine loi et à une certaine fatalité, etc. Nous sommes la nouvelle Sparte. C'est que j'avais répondu d'ailleurs à Golnadel, vous confondez un peu vite les Spartiates et les marchands de sandales. C'était parce qu'effectivement, il y a toujours dans cette soi-disant prétention spartiate, consiste quand même à combattre, mais souvent contre des femmes et des enfants désarmés. Hein. Quand c'est face au Hezbollah, déjà, au bout de 15 jours, ils se mettent un peu à chialer. Ils s'illusionnent un peu sur leur force, parce qu'ils exercent quand même leur force, avec toute la technologie américaine qui leur est donnée gratuitement, contre des gens qui sont quand même effectivement en djellaba avec des kalachnikovs foireuses. Quoi, voilà. Mais il y a cette idée profonde qu'il faut comprendre, c'est domination par le mensonge, ou domination par la manipulation. Et ça, c'est très, 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 je dirais, le concept sioniste actuel. C'est cette volonté de domination. Tout le monde n'a pas une volonté de domination. Il y a des gens qui sont des contemplatifs, il y a des gens qui sont des fatalistes, etc. C'est domination, mais par autre chose que la violence directe. Hein, voilà, et ça, je crois que c'est un concept fondamental qui fait d'ailleurs que c'est une question si compliquée, parce qu'en fait, les ennemis sont partout. C'est souvent du billard à trois bandes. Je vois en ce moment sur la question égyptienne. La question qu'on se pose, c'est qui finalement sont les méchants, des frères ou les traîtres à l'Égypte, ou est-ce que ça représente des frères musulmans ou de l'armée? Peut-être que la question ne doit pas être posée tout simplement, parce que c'est une question binaire. Peut-être que finalement, il n'y a pas de gentil dans l'histoire. Vous voyez, et c'est ça cette idée, d'ailleurs, qui va avoir avec la notion de triangle, la relation triangulaire, c'est-à-dire des jeux à trois. Alors moi, je l'ai dit dans mes vidéos, souvent les gens ne comprennent pas la profondeur de mes analyses. Toute la massification du sport est pour essayer de nous faire comprendre que la vie se résume toujours à un combat de deux personnes ou de deux camps. Vous voyez, il y a deux équipes. Or, dans la complexité du monde, souvent, il n'y a pas deux équipes. Il y a trois équipes, plus de trois équipes, ou alors deux équipes qui se battent, mais qui en fait appartiennent au même propriétaire. Vous voyez ? Et c'est un spectacle pour un tiers qui tire les marrons du feu, etc. etc. Aujourd'hui, ils financent tout le monde, donc c'est simple. Oui, voilà. Et c'est comme la question de se poser qui est le plus sioniste, parce que je l'ai entendu 1000 fois, de Sarkozy, de Hollande. Est-ce qu'on sera mieux comme combattant antisioniste en votant en PS que UMP ? Je pense que tout le système nous oblige à nous poser ce genre de questions. Et quand on est dans ce genre de questions duales et simplifiées, on a déjà perdu. C'est ça l'idée. Et c'est très compliqué d'être dans des jeux à trois partenaires, parce que ça n'existe pas. Il y a pas. Que ce soit une partie d'échecs ou un match de football, c'est toujours deux camps. Alors je crois que le génie justement du sioniste, c'est de savoir jouer dans le triangulaire systématiquement, c'est-à-dire que lui, il s'en fout que ce soit Hollande ou Sarkozy, il met de l'argent sur les deux, il passe de l'un à l'autre. Vous voyez, c'est les transferts en cours de match, qui n'existent pas encore en football. Vous voyez, c'est le mercato permanent, où finalement le goal est acheté par son téléphone portable au moment où l'avancante va tirer pour passer dans le camp adverse. Et ça, c'est le génie actuel du sionisme. Non, mais là, on est dans le génie sioniste contemporain, c'est cette capacité, cette plasticité qui est très contraire aux valeurs traditionnelles. Et nous, on a toujours un coup de retard, je vois en ce moment sur la question égyptienne, c'est, finalement, les frères musulmans ont été balancés par les Américains, donc c'était finalement les gentils. Non, ils étaient soutenus par les Américains et balancés par les Américains. Et l'armée est à la fois contre les frères musulmans et financée quand même aussi par les Américains, etc. etc. Et c'est toujours la conclusion, l'appel à la complexité. Mais la complexité, c'est que vous ne pouvez pas donner une réponse immédiate et simple à qui il faut donner la baffe, au candidat noir ou au candidat blanc. Vous voyez, or, tout le monde vous pousse à faire des choix immédiats, émotionnels et binaires. Or, le pouvoir, la conscience, est au-dessus de cette bêtise simplifiante. Vous voyez ? Et c'est très difficile parce que je pense qu'anthropologiquement, ça demande un effort. Naturellement, on est dans le deux.
papa ou maman, masculin, féminin, gentil, méchant, blanc, noir, jour, nuit, etc. Or, je crois que là, le génie du sionisme, c'est qu'ils sont plus fins que ça, plus malins que ça, et que tant qu'on ne s'élève pas au moins à ces jeux à trois, on est toujours, quoi qu'on fasse dans notre engagement, des perdants. Et c'est ça qui est triste. Le nombre de gens qui ont cru s'engager notamment dans l'antisionisme, et qui en fait sont des idiots utiles du sionisme. Je ne parlerai pas de toute l'extrême gauche actuelle, si on voulait parler des antifas, par exemple, vous voyez, de tous ces idiots utiles qui dit fa, antifa, vous voyez, bon, méchant, etc. Et je pense que ça, c'est un des intérêts du documentaire, c'est qu'il va vers la complexité de plus en plus. Et on voit, effectivement, quand Messant est assez bon pour ça, hein, il a fait le travail, je dis finalement, c'est savoir si les sionistes dominent, c'est pas la question. Il y a un empire qui a 3 têtes, c'est la City, Wall Street et Tel Aviv, c'est pas encore Jérusalem, parce que contrairement à ce que dit le président américain, pour que la capitale reste Jérusalem, il faut qu'elle le soit déjà. Et là, il contrevient au droit international, elle n'est pas encore Jérusalem, la capitale d'Israël. C'est un but, mais ça n'est pas encore fait, que je sache. Hein. Et là, on voit que le président des États-Unis ment ouvertement quand il dit que la capitale restera Jérusalem, elle ne l'est pas encore. Vous voyez. Enfin bon, c'est une petite digression pour dire que aussi le mensonge permanent est une des stratégies. Le sioniste n'a pas la question du mensonge parce que je crois que c'est dans cette idée que le peuple juif serait le Messie, qui était aussi une des évolutions du judaïsme moderne, c'est que le Messie c'est le peuple juif, c'est-à-dire la tribu. Et donc il n'a pas à chercher la vérité parce que la vérité est en lui. Puisque Dieu est en lui. Donc la vérité, c'est votre problème. Et de toute façon, si vous êtes contre lui, c'est que vous êtes dans l'erreur. Et là, c'est là qu'on voit l'hystérie intellectuelle juive, où on voit des gens qui sont très formés intellectuellement, puisqu'ils ont fait des études supérieures, mais qui sont incapables d'une discussion critique, et incapables d'autocritique, et qui pètent les plombs littéralement dès que vous parlez de sionisme. Et c'est ce que je dis souvent. Moi, je préfère les sionistes de droite aux sionistes de gauche, parce qu'on gagne un quart d'heure dans la discussion. C'est-à-dire qu'un sioniste de droite, il s'énerve tout de suite. Sioniste de gauche, c'est Warszawski, j'ai vérifié, il met une demi-heure de plus. Mais au bout d'un moment, à la fin, il te traite de nazi quand même. Voilà. C'est pour ça que je préfère le sioniste de droite. Mais on est dans cette idée-là que ces gens-là sont profondément religieux et que malgré toute leur maîtrise du logos et de la rationalité, je dirais, laïque, ils la mettent au service en dernière instance d'une domination qui est religieuse. C'est pour ça que c'est un tribalisme à prétention universelle. Ce qui est très complexe parce que vraiment le tribalisme, c'est ce qui s'oppose à l'universel. Or, avec les sionistes, c'est des tribalistes à prétention universelle. En général, un tribaliste est anti-universel et un universel est anti-tribaliste. Et avec le sioniste, pour employer ce mot qui n'est moins gênant que juif moderne, etc., ils ont fait péter toutes ces catégories binaires. Ils sont des tribalistes à prétention universelle et ils ne sont pas dans ces questions duales dans lesquelles on est, nous, finalement, profondément enfermés. Pareil, on dit ils sont pro-américains, pas forcément. Quand on voit l'histoire du Liberty, ils peuvent très bien tuer des Américains. Je ne vais pas parler du 11 septembre, il y a de fortes présomptions qu'ils soient un petit peu dans la combine. Et moi, si on peut faire un travail positif justement qui évite la violence, la binarité, puis à la fin d'aller agresser M. Cohen parce qu'il serait juif, parce que c'est ça qui est tragique. Et c'est à ça que pousse le sionisme. Hein, le sionisme pousse à l'antisémitisme brutal et stupide. Hein, c'est ça qui est dégueulasse. Oui, bien sûr. Mais donc c'est pour ça que c'est ça le premier piège à éviter, c'est nous élever à la complexité, à l'intelligence, où c'est là où ils sont gênés quand on produit un peu de complexité, un peu d'intelligence, etc., comme on essaye de le faire avec Dieudonné en trouvant des chemins tiers, etc. Là, ils sont emmerdés. Et d'ailleurs, on voit qu'ils sont réellement emmerdés avec ce qu'on fait en ce moment. Je parle de ce qui se passe à Delamador, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la réponse. Hein. Moi, je voulais juste, en conclusion, puisqu'on a 5 minutes avant de passer à M. Cohen et à la Soral, noter que le sionisme se casse la gueule partout, quand même. On se penche sur sa complexité et sur ses méfaits. Et il faut le faire, parce que, effectivement, c'est pas crier victoire que de noter. Mais il y a des défaites à tous les niveaux. C'est effectivement aujourd'hui des défaites morales. Des défaites morales, mais des défaites stratégiques. Le territoire d'Israël est attaquable de partout aujourd'hui. Je veux dire, ils ne peuvent absolument pas, ils ont beau gesticuler contre l'Iran. La question sociale israélienne. L'État d'Israël est pris dans des contradictions socio-économiques graves. Il y a les méfaits du libéralisme en Israël, il y a un sous-prolétariat israélien qui se développe, il y a du chômage, il y a des tas de problèmes. Israël est confronté à tous les problèmes. C'était une partie de l'interview de Gilad Atzmon, juste qui précisait qu'effectivement tous les jeunes en Israël ont envie de se barrer. Oui. Je veux dire, et que les gens qui dirigent font des stages à l'étranger et ne reviennent pas. C'est pour ça que l'ALIA est un problème. Le territoire d'Israël n'est plus un territoire indéfendable sur lequel était basée quand même une grosse partie de leur stratégie.
c'est en Israël. Parce que va mourir en prenant l'autobus parce que juif, c'est en Israël. Alors que Israël a été créé pour empêcher qu'on puisse mourir en tant que juif. C'est l'endroit où le juif est le plus en danger du monde. Il est obligé de faire 3 ans d'armée. Je crois juste pour, en conclusion, enfin la mienne, juste ouvrir une porte. Ok, juste pour ouvrir un élément d'espérance, parce que souvent on me dit oh là là c'est terrible, ce lobby on peut rien faire, etc. Donc je leur dis, si vous aviez connu les années 60 et 70, vous auriez vu que de chemin parcouru. Donc vraiment, dans les années 60 et 70, Israël régnait en maître. Dans les années 70, des dizaines de milliers d'Européens, des centaines de milliers allaient en pèlerinage culturel et spirituel dans les kibbutzim. Et il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Et la hargne aujourd'hui des sionistes, ça montre qu'ils sont vraiment sur la défensive. Et c'est un bon signe qui doit nous encourager à aller de l'avant. Ça ressemble un peu à la période de l'URSS des années 70, où à la fois le pouvoir s'exerçait de manière assez brutale parce que plus personne n'y croyait. En réalité, aujourd'hui, je pense que le sionisme a perdu le combat moral. Aujourd'hui, quand on fait des sondages qui sont d'ailleurs interdits immédiatement, les gens sont persuadés que la paix mondiale, ce qui la met le plus en danger, c'est la question israélienne, que les Israéliens sont des tueurs de Palestiniens, alors que c'est dans les années 60-70, ils représentaient une instance morale avec le kibbutz, avec cette idée de socialisme qui a complètement disparu, etc. Donc aujourd'hui, en fait, effectivement, il ne reste au sionisme que la violence, la menace, la violence et l'argent. Il ne faut pas négliger l'argent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup énorme capacité de corruption et soumission de façon brutale. C'est-à-dire, il y a 20 ans, ton documentaire aurait été discuté. Aujourd'hui, il n'est pas question de le regarder, quoi, parce qu'effectivement, ils n'ont rien à répondre à ça. Sauf effectivement une agression. D'un seul coup, on verrait 20 mecs de la LDJ arriver avec des manches de pioche, en gros. Hein. Et toi, tu y as eu droit, moi j'y ai eu droit. Un détail, jamais Israël n'aurait interdit son territoire à des intellectuels juifs opposants. Or, Noam Chomsky et Finkelstein sont interdits d'entrer sur le territoire israélien. Ça, c'est quelque chose qui, il y a 20 ans, aurait été inimaginable. Justement, Israël se glorifiait de sa démocratie, de la possibilité de critique. Ils ont même la trouille de laisser rentrer un Chomsky. Puis moi, j'ai pas vu autant de gens autour de Natura et Carta que sur les photos tout à l'heure au début du film. C'est-à-dire que c'est des gens que j'ai suivis un peu depuis le début. Depuis le début, ils étaient 2, 3, 4, 5 rabbins à essayer des coups en ville. Par exemple, à New York, où ils étaient vraiment extrêmement maltraités par l'ensemble du public qui pouvait rassembler autour d'eux. Puis tout à l'heure, au début de votre film, j'ai vu avec surprise qu'ils en sont arrivés maintenant à rassembler peut-être des centaines ou des milliers de personnes. Ils ne sont pas majoritaires, non, à ma connaissance non plus, mais ils font des manifestations, que ce soit à New York ou en Israël, et effectivement, ils se font tabasser. C'est pas des millions de personnes dans la rue, ça reste quand même... Malheureusement, on doit arrêter. On doit rendre la